vous voulez bien, on va commencer à l'heure, parce que le film est long. Et puis c'est toujours bien de commencer à l'heure quand on peut. Merci d'être venu pour cette projection du site d'Anthony Mann. Alors on va reprendre un peu les aventures d'Anthony Mann, là où Bernard Benoliel les avait laissées la semaine dernière en parlant de The Far Country, je suis un aventurier. Et on était parti en fait de l'idée de découper la carrière d'Anthony Mann, non pas en fonction des genres, comme ça c'est beaucoup fait, le film noir de la fin des années 40, le western des années 50 et les grandes superproductions des années 60, mais plutôt de le découper, de pratiquer un découpage formel, le noir et blanc, la couleur et l'écran large. Alors on est à la fin des années 50, au début des années 60, et en fait ça va pas très bien pour Anthony Mann. Il s'est fait virer du tournage de Spartacus par le producteur Kirk Douglas, et il s'est fait virer du tournage de La Ruée vers l'Ouest, même si le film est signé de lui, on sait qu'il en a fait peut-être une moitié, par le producteur qui travaille pour la MGM, Edward Granger. Donc La Ruée vers l'Ouest, c'était deux films assez monumentaux, avec des scènes spectaculaires, qui correspondaient bien à une stratégie hollywoodienne, qui était une stratégie qui était destinée à contrer un peu l'influence de la télévision. On sait que les salles de cinéma aux États-Unis baissent à partir de la fin des années 40, et donc Hollywood trouve des stratégies. Il y a le cinémascope, le relief, le cinémascope, et puis les grandes superproductions avec beaucoup de figurants, des décors gigantesques, etc. Et Spartacus et La Ruée vers l'Ouest correspondaient à ces catégories-là. Et le CID aussi, c'est-à-dire que Anthony Mann va rencontrer un producteur américain installé à Madrid, qui s'appelle Samuel Bronston, qui est un personnage assez pittoresque, enfin, qui est né en Bessarabie. Shmuel Bronstein, de son vrai nom, il prétendait avoir des liens familiaux avec Trotsky, qui s'appelait, comme vous savez, Léon Bronstein, Lev Bronstein. Et Bronston qui passe par Paris dans sa jeunesse et puis qui travaille en Italie. Et en travaillant en Italie, il se met à travailler pour le Vatican, figurez-vous. Il est photographe pour le Vatican, il réalise des documentaires pour le Vatican. Donc il connaît bien, en fait, on peut dire, la hiérarchie catholique et l'international catholique, si on peut dire. En tout cas, il se retrouve à la fin des années 50 en Espagne. Donc il s'acoquine un peu avec le régime du général Franco, et même un peu et beaucoup. Il va tourner Le Roi des Rois, donc une histoire de Jésus, réalisé par Nicolas Ray, et puis le Cid, réalisé par Anthony Mann. Nicolas Ray et Anthony Mann, d'ailleurs, de façon assez intéressante, sont deux cinéastes qui sont un peu grillés à Hollywood. Voilà, plus personne ne veut d'eux, et donc, d'ailleurs, Anthony Mann ne va plus jamais tourner à Hollywood. À partir du Cid, il y aura encore 1, 2, 3 films, c'est un film qui tournera en Europe. Et donc, Bronston, ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'il est adossé à une compagnie américaine pétrolifère importante, Dupont, la société Dupont. Et Dupont, en fait, a des capitaux gelés en Espagne. C'est-à-dire qu'ils vendent du pétrole aux Espagnols, mais ils ne peuvent pas sortir les capitaux, ils sont gelés. Donc, Bronston leur propose d'investir ces capitaux dans le cinéma, et puis après, autour de l'exploitation internationale des œuvres, de les récupérer, évidemment, de récupérer leur investissement. Donc voilà comment Bronston s'installe en Espagne, il crée des studios aux portes de Madrid, et puis il a cette idée, l'idée de raconter l'histoire de ce héros, donc Rodrigue de Bivar, qui est un personnage héroïque de l'historiographie espagnole. C'est un chevalier qu'on associe à la Reconquista. Alors la Reconquista, c'est le mouvement qui a quand même duré plusieurs siècles, qui a expulsé les Arabo-berbères de l'Espagne, et c'est un héros national. D'où l'intérêt pour le gouvernement franquiste de faciliter le tournage de ce film. Donc vous allez voir, les milliers de figurants que vous allez voir dans le film, il y en a beaucoup, c'est des soldats de l'armée espagnole. Enfin, le général Franco met à la disposition de Samuel Bronston, des moyens gigantesques pour raconter l'histoire de ce personnage, donc qui est un personnage à la fois historique, mais aussi légendaire, mythique, que nous on connaît par la pièce de Corneille, pièce qui date de 1637, vous vous souvenez, percé jusqu'au fond du cœur d'une atteinte imprévue aussi bien que mortelle, misérable vengeur d'une juste querelle et malheureux objet d'une injuste rigueur, je demeure immobile et mon âme abattue cède au coup qui me tue. Ô Dieu, l'étrange peine, en cet affront, mon père est l'offensé, et l'offenseur le père de Chimène.
vous voyez bien que voilà, la pièce de Corneille, c'est le conflit entre l'honneur, le devoir et l'amour, qui constitue une des parties du film. C'est pas l'ensemble du film, même si le conflit ou la contradiction qu'il y a autour du personnage quand même tourne autour de deux catégories assez abstraites. On en reparlera, mais tout à l'heure. Donc, au scénario, d'abord il y a quelqu'un qui s'appelle Frédéric Franck. C'est le scénariste de Cécile B2000. Il écrit des scénarios pour des films à grand spectacle, les 10 commandements, ce plus grand chapiteau du monde. Ça marche, donc on fait appel à lui pour écrire ce scénario. Il est aidé ensuite par Philippe Jordan, qui est un scénariste qui avait déjà travaillé sur Le Roi des Rois de Nicolas Rennes, qui est le film qui a été réalisé avant et produit par Bronstone. Et Philippe Jordan, c'était le scénariste de Johnny Guitar. Alors c'est un personnage assez aussi intéressant dans l'histoire du cinéma hollywoodien. Il a beaucoup signé à la place de scénaristes qui ne pouvaient pas signer leur scénario parce qu'ils étaient blacklistés. Et donc on s'est longtemps demandé si Philippe Jordan était le véritable auteur de ces scénarios, ou si en fait derrière lui il y avait des gens qui ne pouvaient pas signer de leur nom et qui en fait eux avaient l'inspiration pour écrire des scénarios. C'est un débat. Je sais que la semaine dernière Bernard Bérulle a parlé de Philippe Jordan parce qu'il avait déjà écrit le scénario de L'Homme de la Plaine d'Anthony Mann. En tout cas, il travaille le scénario du Cid. La production pense immédiatement à Charlton Heston. Pourquoi Charlton Heston? Parce qu'il vient de faire Ben-Hur, et Ben-Hur est un énorme succès, a été un énorme succès. Et donc on reprend l'acteur de Ben-Hur, on prend aussi le musicien, Miklos Rozsa, pour réaliser, pour le film. Charlton Heston a quelque chose à dire sur le scénario. Le scénario ne lui plaît pas. Puis il y aura Sophia Loren aussi, qui arrive, on pense aussi à elle assez vite, et elle non plus. Et donc le scénario est retravaillé par un troisième scénariste, qui s'appelle Ben Barsman, qui est un scénariste blacklisté, qui avait été dénoncé par Dmitri au moment du McCarthyisme, qui s'est exilé, qui n'a pas assez écrit de scénario sous son vrai nom depuis, et qui l'a ressurgi. Et ce qui est amusant, c'est que Ben Barsman faisait partie d'un comité antifasciste pendant la Seconde Guerre mondiale, même avant, dans les années 30. Et là, ici, le scénario d'un film qui, par ailleurs, est un film qui est considéré par le régime de Franco comme un film de propagande espagnol, du nationalisme espagnol, quoi. Donc, c'est un des nombreux paradoxes du film. Alors, les acteurs, on prend des acteurs anglais, toujours dans ces super productions, il y a toujours plein d'acteurs anglais, parce qu'il faut que ça ait un côté un peu shakespearien. Donc on prend les acteurs shakespeariens, vous allez voir John Fraser qui joue le roi par exemple, il y en a d'autres, j'ai oublié leur nom là tout de suite, mais ça me reviendra. Donc des acteurs, et les acteurs italiens aussi, et Massimo Serrato, Raph Vallone. Certains intérieurs ont été tournés d'ailleurs à Rome dans les studios de la Titanus. Il y a quelques séquences d'intérieur qui ont été tournées à Rome. Vous allez voir, cela dit, il y a énormément de séquences filmées en extérieur. Vous savez que c'est ce qu'aime Anthony Mann, filmé sur place. Il a des endroits sublimes, du côté de Valence notamment, où on lui permet de tourner. Et là, il est très très heureux. Il a d'ailleurs, une des raisons de sa fâcherie avec le producteur de La Ruée vers l'Ouest, c'est que le producteur voulait tourner en studio et lui voulait tourner dans des décors réels. Voilà, et on sait l'importance que ça a dans son cinéma. Donc le film se tourne. Il sort à Noël 1961. Pour Noël 1961, et c'est un succès commercial. Il coûte 7 millions de dollars, il va en rapporter à peu près 25. Donc c'est un succès, ce qui donnera l'idée à Bronstone de continuer, qui permettra de continuer de produire des films à grand spectacle en Espagne, donc dans ses studios. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? C'est une copie 35 mm qui vient de l'Institut Lumière, mais en fait c'est une copie de la réédition du film. Le film a été réédité au début des années 90, et donc c'est une copie 35, vous allez voir, une très belle copie, qu'on vous propose aujourd'hui. Alors la question, évidemment, si vous avez un peu suivi la rétrospective Anthony Mann, la question qui peut se poser, c'est est-ce qu'Anthony Mann a perdu sa personnalité lorsqu'il s'est mis à réaliser des films à très gros budget, qui sont autant des films de producteurs que des films de réalisateurs, ou est-ce qu'il a gardé sa particularité, sa singularité d'auteur? On en parlera après la projection. Il y aura une pause de 10 minutes pendant le film. Ce sont des films qui étaient projetés toujours avec un entracte, si vous voulez. C'était des films un peu monumentaux, donc il y avait un entracte. Donc il y aura une pause de 10 minutes, ce qui vous permettra de souffler un peu. On reprend, puis ensuite on prendra une discussion qui ne durera pas trop longtemps, vu la durée du film. Et voilà. Eh bien, bonne projection et à tout à l'heure. Merci. On va parler un peu du film, pas trop longtemps.
intense, je trouve. Il y a 2-3 choses que j'avais oublié de vous dire dans la présentation. On n'a pas parlé du directeur de la photographie, qui est Robert Krasker, qui est un Australien, mais qui a travaillé surtout en Angleterre. Et c'est lui qui fait la photo du troisième homme, par exemple, ou de Brève Rencontre. Donc c'est un peu lui qui l'image du cinéma britannique lui doit beaucoup. Et là, il fait un travail assez différent de ce qu'il a fait justement dans le film britannique. Un film comme Le Troisième Homme est un film très post-expressionniste, avec beaucoup de contrastes et d'ombre. Et ici, en fait, il y a très peu de contrastes, en fait, et il y a très peu d'ombre, en fait, d'utilisation de l'ombre. Et donc, je crois qu'il s'est très bien entendu avec Anthony Mann et durant le film. Et donc, il fait un travail remarquable dont on reparlera peut-être au cours de la discussion. L'autre personnalité importante du film, c'est celui qui dirige les scènes de bataille, en fait. Anthony Mann n'a pas tout fait. C'est Yakima Canut, voilà, Yakima Canut, qui était un cascadeur, qui est celui qui, par exemple, avait réglé la poursuite en diligence dans La Chevauchée Fantastique, hein, la poursuite finale. Donc, il règle les scènes de bagarre, de bataille dans le cinéma hollywoodien. Et là, on a fait appel à lui. Il a travaillé sur Ben-Hur, la course de chars, c'est lui en partie, enfin en grande partie. Et donc, là aussi, beaucoup de scènes de bataille, enfin, les scènes de bataille lui doivent beaucoup. Donc ça, c'est un peu pour compléter un peu ce que je pouvais vous dire à propos du film et des gens qui ont travaillé sur le film. Alors, vous avez vu, on comprend pourquoi le film a pu intéresser le général Franco, parce que cette histoire, c'est un petit bout du roman national espagnol. Alors, tout est très arrangé, hein, parce qu'en fait, le véritable Rodrigue de Bivar, c'était plutôt un mercenaire. Il était allié autant avec des chrétiens que des musulmans en fonction de l'opportunité, de son opportunisme, en fait, en fonction des contingences de la guerre. Mais ce que vous avez remarqué sans doute, enfin ça se voit comme quand on voit le film, il y a vraiment beaucoup d'éléments progressistes dans le scénario, hein. C'est un film de 1960. Il y a une dimension très antiraciste, voilà, vraiment énoncée. Et il y a même, on peut deviner, une espèce de désir de mettre fin à la guerre froide, une dimension comme ça, c'est-à-dire il faut s'entendre avec son ennemi pour pas qu'on se détruise, etc. Donc il y a cette dimension-là aussi. Alors ça, elle vient des scénaristes, Philippe Jordan et surtout Ben Barzman. Alors Jordan, donc on ne sait pas quelle est sa responsabilité dans le scénario. On sait que dans ses mémoires, Charlton Heston avait plutôt de l'estime pour lui. Il avait fait refaire le scénario de Jordan, il l'avait retouché, mais il avait plutôt de l'estime pour lui. Mais alors il écrit quand même, il paraît que Jordan a des esclaves dans son bureau attachés au radiateur pour écrire ses scénarios. Ça, donc, il y avait cette histoire comme quoi Jordan parfois signait des scénarios qui n'étaient pas écrits par lui. Voilà. Donc ça, c'est bon, c'est pour le paradoxe de Franco et les scénaristes blacklistés. Je crois que Bronston va être décoré par le général Franco à cause du film. Le film va être déclaré d'intérêt national. Et Bronston produira des courts-métrages de propagande à la gloire du général Franco, mais je crois qu'il était prêt à tout pourvu qu'il arrivait à condition qu'il arrive à faire ses films, à produire ses films. Et on comprend que finalement, Une vie de Christ plus l'histoire du Cid, ça lui a comme ça permis d'obtenir tous les moyens possibles pour faire des films à grand spectacle, et surtout avec beaucoup de figurants, parce que c'est l'armée espagnole, hein, les figurants. Et par ailleurs, il a eu la liberté, lui et Anthony Mann ont eu la liberté de tourner dans des endroits, dans des sites historiques, etc. Donc ça, disons que ça explique un peu la raison d'être, ou plutôt les conditions d'existence du film. Alors, on avait vu je ne sais pas si vous avez été là les différentes fois, je ne sais pas si vous avez vu les films d'Anthony Mann depuis qu'on a commencé cette rétrospective, mais en gros, le personnage incarné par James Stewart dans les westerns, c'est un personnage tourmenté, c'est un personnage tiraillé, c'est un personnage qui n'arrive pas à se débarrasser de son passé, qui le tire en arrière. Donc, c'est un personnage de névrosé, en fait, comme il y en aura beaucoup dans le cinéma américain des années 50,
Où la psychanalyse d'ailleurs fait des ravages, mais James Stewart va jouer un autre personnage de névrosé dans Vertigo, aussi Hitchcock, hein, donc c'est vraiment cette décennie, et Anthony Mann représente exemplairement cette dimension-là du héros américain dans les années 50, dont on se rend compte qu'il n'est plus agi par sa propre volonté, mais par des forces qu'il ne maîtrise peut-être pas. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous étiez là la semaine dernière pour voir Je suis un aventurier, il y a un plan absolument bizarre où on le voit saisir sa carabine dans un geste un peu chorégraphié, la mettre sur son avant-bras pour mettre en joue un type qui veut lui tirer dessus. Donc il est plus rapide, il est plus fort, mais ce geste est très mécanique. On se rend compte qu'on est plus du domaine du réflexe que du domaine d'un acte qui correspondra à une volonté. Par ailleurs, Je suis un aventurier, on passe même de la névrose à la psychose. C'est un personnage qui a remplacé le monde réel par un monde symbolique où seul lui aurait de l'importance. Et là, en fait, on se trouve devant quelque chose d'un peu différent, mais toujours autour de cette idée de la possibilité pour l'homme de changer. Les films avec James Stewart, en gros, se terminent, ce sont des itinéraires moraux où à la fin, le personnage accomplit un geste enfin moral, je pense à l'appât par exemple, ou rejoint de plus ou moins bon gré la communauté, la collectivité, la petite ville, etc. et sort de son individualisme, un individualisme souvent névrotique. Ici, c'est un peu différent parce que c'est l'histoire d'un homme, on passe de l'homme de la figure humaine à une sorte d'abstraction. On passe de l'homme à la légende ou au mythe. Et donc c'est un personnage qui va changer, mais il va changer pour des raisons tout à fait différentes de celles de James Stewart, c'est qu'il est marqué par le destin. Et que c'est, on peut dire, il doit accomplir une destinée manifeste, comme on dit. C'est-à-dire qu'il est fait pour ce qu'il va devenir. Et alors, vous avez vu une des toutes premières séquences, ou c'est la seconde en fait, séquence du film. La première, c'est tout le début, c'est les projets d'invasion par Ben Youssouf, joué par Herbert Lom, encore un acteur anglais. La séquence d'après, c'est celle où on voit un moine en pleurs devant une statue du Christ criblée de flèches après que le village dans lequel on se situe ait subi une razzia de la part des troupes de Ben Youssouf. Et à ce moment-là, arrive le Cid, arrive Charlton Heston, qui n'est pas encore le Cid. Il arrive, la première manifestation de son existence, c'est son épée rougie de sang qui tranche comme ça l'image du cinémascope. Et c'est une image qu'on va retrouver durant tout le film, c'est-à-dire à un moment donné, l'image est lacérée par une lame. Et à la fin, même par une main, celle du Cid, implorant Chimène pour qu'elle exauce sa dernière volonté, celle de pouvoir encore combattre après sa mort. Et donc, dès le début du film, vous avez un programme, en fait. Cette séquence-là, c'est la programmation de ce qui va arriver, c'est-à-dire qu'on va être témoin d'un parcours christique. Lorsque Charlton Heston soulève la croix, qu'il la porte sur son épaule, on se rend compte, mais le Christ, c'est lui. C'est lui. C'est-à-dire qu'il va, par sa mort, sauver les hommes, sauver l'Espagne, etc. Alors ça, c'est l'Espagne, mais il va, par sa mort, sauver les hommes. Et donc, cette première séquence, elle nous dit tout. À la fois, c'est une préfiguration de ce qui va arriver au personnage. D'ailleurs, vous avez vu, la statue, elle est criblée de flèches. Hein, et c'est la représentation allégorique du parcours de Charlton Heston, qui va passer donc d'une figure humaine absolument sans tache, mais cette pureté-là va le conduire évidemment à devoir choisir entre l'honneur et l'amour, et il va choisir l'honneur. Vous connaissez l'histoire, enfin, elle constitue une partie du scénario du film, et donc il va devenir une légende, une figure abstraite, une figure qui ne relève plus de la communauté des hommes, mais d'autre chose. Donc ça, c'est la première chose à laquelle on peut dire, enfin qu'on peut dire du film. Donc évidemment, cette destinée manifeste,
dont on sent bien qu'elle va se manifester de plus en plus. Et d'ailleurs, ce qui est très fort dans le film, c'est qu'elle n'est pas toujours... Enfin, elle n'est pas... Ce mécanisme-là, ce processus-là, n'est jamais décrit par le dialogue. C'est toujours des idées visuelles ou des idées de montage. Je pense à ce plan absolument incroyable, ce montage au moment où le père de Chimène donne un soufflet au père du Cid. Vous avez un montage, on coupe sur le Cid et Chimène qui sont plus loin, qui n'ont aucune raison d'avoir entendu l'altercation et l'humiliation. Et tout de suite, Charterstone regarde le ciel parce c'est la première étape vers ce qu'il devra devenir. Et donc dans le film, il y a, vous verrez, enfin c'est très récurrent, toujours des moments où on se rend compte que inexorablement le Cid va se retrouver, va accomplir sa destinée, et la destinée de l'Espagne, bien sûr. Ça, c'est une chose qui est très importante, qui fait qu'à chaque fois qu'il se bat, par exemple, son action, on ne sait plus si son action est guidée par sa volonté, on n'est plus dans la psychologie, ou si elle est guidée par autre chose, une force supérieure, métaphysique. Et donc, c'est une manière, quand même, dans le cinéma américain, c'est presque une forme de modernité. Lorsque un personnage agit dans un film américain, je pense à un film de Howard Hawks, par exemple, il sait toujours pourquoi il agit, en fait. Comme on dit, son acte rejoint son geste. Voilà. Et là c'est beaucoup plus compliqué, en fait, à établir. L'autre dimension du film dont on peut parler, c'est évidemment l'aspect formel, en fait, du film. Alors, c'est un film en écran large, en cinémascope. Alors, c'est pas du cinémascope, même si c'est un procédé d'anamorphose, c'est du technirama, c'est annoncé au générique au début. Donc, c'est un procédé d'écran large, anamorphosé aussi, avec défilement horizontal de la pellicule 35 mm. Donc, le film a été tourné en 35 et gonflé après en 70, lorsqu'il est sorti en salle, dans des salles équipées en 70 mm. Et en fait, depuis L'Homme de la Plaine, qui est le premier film que Anthony Mann tourne en écran large, on se rend compte que Mann l'utilise de façon très singulière. On peut dire l'écran large, c'est fait pour avoir une image plus grande qu'avant, pour élargir la vision du spectateur, pour un format adapté aux grands espaces. Et alors on se rend compte que chez Anthony Mann, c'est le contraire. C'est-à-dire que L'Homme de la Plaine, je crois que ça a été dit par Bernard Benelli la semaine dernière, se passe c'est le dernier western que Anthony Mann tourne avec James Stewart, se passe dans une cuvette, en fait, entourée de montagnes. On est dans un lieu entouré de montagnes dont on ne sort pas. L'espace se rétrécit. Alors, évidemment, allégoriquement, on peut se dire c'est la fin de la frontière, l'espace se rétrécit, etc. Et il y a de moins en moins d'espace, en fait, à trouver et à gagner. Et là, en fait, on se rend compte que l'écran large, c'est quelque chose qui sert à étirer l'image sur les côtés, d'où ces mouvements d'appareil, ces mouvements de grue. Il y en a peu des mouvements d'appareil, mais ils sont spectaculaires, vous avez vu, les mouvements de grue, les travelling sur la plage, etc., où tout d'un coup, l'image semble presque comme on dit, comme un chewing-gum, quoi, s'étirer comme ça, comme un chewing-gum. C'est une image qui nous empêche, en fait, qui diminue la hauteur. En fait, le travail d'Anthony Mann, c'est de faire en sorte que les personnages, qu'il y ait moins de hauteur, d'enlever de la hauteur. Et donc, c'est l'histoire d'un homme à qui on promet une destinée et dont il n'est pas sûr qu'il pourra l'accomplir. Parce que oui, c'est un homme, etc. Et donc, ça, c'est signifié par ce rétrécissement de la hauteur de la hauteur, quoi, enfin de la hauteur de l'image. L'autre travail qui est fait sur l'écran large, sur le scope, c'est tout ce travail, notamment dans les intérieurs, sur des espaces à l'intérieur du plan, des arcades, des alcôves, des colonnes. Et souvent, un personnage est pris
entre deux colonnes, il est pris dans une alcôve, il est prisonnier de son propre être, il est prisonnier de sa propre fonction, il est prisonnier peut-être de sa propre névrose aussi. Parce que si le personnage du Cid n'est pas névrosé, en revanche, il y en a plein des personnages névrosés dans le film qui se rachètent à la fin, qui dépassent leur névrose. Évidemment, le plus spectaculaire, c'est le roi Alphonse, joué par John Fraser, qui lui pourrait presque être un personnage joué par James Stewart dans 5 ans plus tôt. Et donc, tout le travail qui est fait sur l'image, c'est celui, à l'intérieur de cet écran large, d'enfermer des personnages qui sont pris dans leur contradiction ou leur névrose. Ce qui est aussi spectaculaire, je trouve, dans le film, et ça relève presque du plaisir de spectateur, mais pas seulement, parce que c'est là que s'affirme une écriture artiste, l'écriture d'un artiste, c'est la respiration du film. C'est-à-dire que, pour tout vous avouer, ce genre de film, c'est souvent très ennuyeux. Enfin, c'est assez ennuyeux, ou monotone. C'est rare qu'un film comme ça soit réussi. Je suis pas un grand fan de Ben Hur, par exemple. Bon. Et bien ça, je trouve que le film, on ne s'ennuie jamais parce que c'est un film où il y a une respiration des plans. On passe d'un plan où il y a beaucoup de monde à un plan où c'est vide, où il y a 2 personnages de chaque côté du cadre. Par exemple, les retrouvailles du Cid et de Chimène, voilà. Et puis des personnages où les figurants emplissent le plan. Et avec un travail, évidemment, sur la couleur, un travail plastique, qui est très particulier et très très réussi dans le plan, grâce encore au travail de Robert Krasker. On suppose, alors là je ne suis pas un spécialiste de la chose, mais ça a été écrit, Krasker s'est inspiré notamment de la tapisserie médiévale, des tapisseries médiévales, notamment dans l'usage des arrière-plans, et du fait que par exemple les plans de foule, les figurants, etc., qui sont tous souvent très monochromes, et qui réagissent à certains moments presque de façon artificielle, c'est en fait un motif, c'est quelque chose qui signifierait l'histoire, voilà, qui aurait une dimension historique, ou pas historique, c'est pas le mot, historiante, si vous voulez. Voilà, l'histoire en fond et l'individu, le héros, en premier plan. Hein. Donc, enfin, et la psychologie, etc. Donc, ça, c'est aussi, je trouve, la force et la beauté du film. Hein. C'est vraiment ce pur travail de mise en scène. Et là, on peut le créditer qu'à Anthony Mann, à ses monteurs, évidemment, à son chef-op. Enfin, je pense que la filiation le lien plutôt entre le film et les westerns qu'il fait dans les années 50 me paraît assez évident, même si le film marque une évolution. On est quand même, je trouve, toujours dans la même vision à la fois du monde et de l'individu et de l'homme, mais cette fois-ci, un individu confronté à une histoire extraordinaire. Là, peut-être, la dernière chose que je voulais dire, puis après peut-être on discutera, c'est la fin du film, en fait. C'est-à-dire que il y a vraiment quelque chose de fascinant dans cette fin, parce que, on peut dire, c'est un film sur la fin d'un monde. Alors, contrairement à ce qui a été écrit, c'est pas du tout la fin de l'histoire de l'Espagne, c'est plutôt le début. La Reconquista, c'est quelque chose qui va prendre des siècles, ça va se terminer, je crois, à la fin du XVe siècle. Là, on est au XIe siècle, hein, donc ça va encore durer. Mais disons qu'on est dans un mouvement, le film nous laisse croire qu'on est dans un mouvement d'unité de l'Espagne. Hein. Les héritiers du trône veulent chacun leur province, etc. Et tout le travail du Cid, en fait, a été de favoriser l'unité, une forme d'unité du royaume. Voilà. Et pourquoi je dis ça? C'est que c'est donc pas la fin d'un monde, mais c'est la fin de quelque chose, le Cid. On sait très bien que quelque chose est en train de disparaître à tout jamais à Hollywood. La grande forme de l'image action hollywoodienne est en train d'être... Elle est en crise depuis un moment. On sait que le cinéma américain va rentrer dans une grande dépression dans les années 60, le cinéma hollywoodien, jusqu'à retrouver une nouvelle forme dans les années 70. De toute façon, Hollywood ne meurt jamais. Hein. Tout change pour que rien ne change à Hollywood. Mais là, il y a quelque chose qui disparaît, il y a un monde qui disparaît, et on peut dire que le film fait comme si ce qui est mort c'est mort, mais c'est encore vivant. C'est-à-dire qu'on essaye encore de faire survivre une forme qui va de plus en plus être obsolète. Et donc je trouve, alors c'est une très belle, je trouve une métaphore presque pratique, et l'idée de ce cavalier mort qui continue de combattre alors qu'il est mort,
il y a ce côté, voilà, Hollywood continue à faire des films à grand spectacle pour la planète entière, etc., d'une certaine manière, et Hollywood continue de le faire sans se rendre compte qu'en fait, il y a une certaine manière de faire des films qui est morte, ou qui est en train de mourir. Et donc évidemment, c'est assez facile d'utiliser la fin du CID comme, je dirais, allégorie de cette situation-là, mais c'est assez émouvant aussi. Enfin, c'est presque, évidemment, il n'y a aucune chance pour que Anthony Mann ait eu la conscience de ça, mais voilà, on peut aussi, enfin je trouve, le plaisir qu'on peut ressentir, ou l'intérêt qu'on peut trouver au film, c'est aussi cette dimension crépusculaire. C'est une histoire de zombies, hein, toute la dernière partie, c'est une histoire de mort qui continue de bouger. Et ça, je trouve ça assez émouvant. Le film est un succès, vous savez qu'Anthony Mann va en faire un autre avec Samuel Bronston, qui est La chute de l'Empire romain, qui va être un échec. Et qui va mettre en difficulté la compagnie de Samuel Bronston, qui va encore faire le plus grand cirque du monde, mais ça va être la banqueroute. La compagnie Dupont de Nemours va va vouloir récupérer son argent, et donc il y aura un procès. Bref, tout va s'effriter. La chute de l'Empire romain est un film qui coûte très très cher, encore plus cher que celui-là, et qui n'a pas de succès. Pour deux raisons, c'est que d'abord l'acteur principal c'est pas Charlton Heston, c'est Stephen Boyd, même si l'actrice féminine principale c'est la même, c'est Sophia Loren, mais il semblerait que Charlton Heston n'ait pas voulu tourner dans le film parce qu'il n'avait plus du tout envie de tourner avec Sophia Loren, donc ça s'est pas très très bien passé entre eux, c'est des choses qui arrivent. Et Stephen Boyd est un acteur qui n'est pas une star, qui a moins de charisme de Charlton Heston, donc l'absence d'acteurs masculins, et surtout le film est un péplum, hein, et en fait c'est un genre qui est un peu passé de mode au moment où il est produit, et donc tout ça peut expliquer, et le scénario est quand même assez décousu. Le film contient de très beaux moments, il est passé hier, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a de très beaux moments, mais il laisse un peu les spectateurs sur sa faim, il fait couler la compagnie de Bronston. Anthony Mann va encore tourner 2 longs métrages, Les héros de Télémaque qui passent ce soir, également écrit par Ben Barsman avec Robert Krasker à la photographie. C'est une production, c'est tourné en Angleterre, c'est pas vraiment son meilleur film. C'est intéressant, mais c'est pas vraiment son meilleur. Et puis il fera un film sur le tournage duquel il va mourir, c'est Maldon pour un espion, là qui est un film passionnant, très curieux, et voilà, et ça s'arrêtera là pour Anthony Mann. Mais je vais peut-être vous laisser un peu la parole si vous voulez. Oui, là. On n'a qu'un micro, c'est ça? Il y a un micro qui arrive au fond. Alors, qui voulait prendre la parole? Voilà. Chut, on n'entend pas. Il ne marche pas? Oui, vous avez parlé des rapports avec Franco. Oui. Mais effectivement, je veux dire, il y a un côté allégorique dans le film, parce que Franco a eu besoin des morts dans sa reconquista à lui. Ah oui, vous parlez de la Légion étrangère marocaine. Bien sûr, oui, oui. Bah, remarquez, il y a des morts sympas dans le film. C'est que sur le côté du pouvoir. Enfin, sympa. On se comprend. Oui. Une petite rectification, s'il vous plaît. Oui. Le film a été tourné non en Technirama, mais en Super Technirama 70 mm. Donc il n'était pas gonflé. Ah, Super Technirama, voilà. Oui, j'ai oublié le mot super. Voilà, donc il n'était pas gonflé, ça durait 70 mm. D'accord, autant pour moi. Qu'on a déjà vu plusieurs fois. Et encore une précision, pour Sophia Loren, c'était son plus grand succès en Italie. Elle n'a jamais fait un score aussi énorme. Oui. C'est la force de frappe du cinéma hollywoodien. Oui, d'abord,
d'abord, je ne résiste pas à dire que à l'époque où j'ai appris le Cid de Corneille, la version pastiche, c'était qu'il est joli garçon, l'assassin de papa. Mais plus sérieusement, dans les cinémas d'Anthony Mann, en général, le héros est double. C'est-à-dire que si on prend, tu as cité les westerns avec James Stewart, il y a toujours un double. L'archétype du doppelganger, c'est Arthur Kennedy dans Les Affameurs, qui est vraiment littéralement son miroir, c'est-à-dire ils ont le même passé trouble, ils ont la même dextérité, le même professionnalisme, ils aiment la même femme. Donc pour dépasser cette dualité, le héros doit forcément, l'un des deux doit forcément tuer l'autre. Surtout l'un des deux doit changer. Parce que le sujet des affameurs, c'est un homme peut-il changer. C'est vrai. Mais tu as aussi, enfin, il y a plein de doubles de ce type-là. Ça peut être le double, ça peut être le père, comme Lee Jacob face à Gary Cooper dans L'Homme de l'Ouest, etc. Dans ce film-là, on démarre avec un double. C'est Ordonez, qui est en quelque sorte le double maléfique de Rodrigue. Mais ça s'évanouit assez vite, et l'impression que j'ai, c'est que le personnage de Rodrigue, comme tu disais tout à l'heure, passant vers l'abstraction, il devient tellement puissant, tellement supérieur à tous les autres, qu'il ne peut tout simplement plus avoir d'alter ego ou de double à travers lequel il se réalise. Il se réalise en fait lui-même, tout seul, avec son destin. Ah bah oui, c'est Dieu. Non, le personnage de Raph Wallon, effectivement, pourrait être le double. Il aime la même femme que le Cid, et puis il est crucifié. Il termine quand même crucifié. Donc c'est une théorie qui se tient, mais il n'est pas suffisamment présent à l'écran pour qu'on le considère comme un double, d'autant plus qu'il change lui aussi vers le bien, quoi. Alors, pour revenir sur donc hier, j'étais à la séance de la chute de l'Empire romain avant d'être à celle du Cid. Et donc, parmi les choses qui fonctionnent mieux, me semble-t-il, ici, c'est la musique de Miklos Rozsa. C'est aussi l'histoire d'amour, qui est beaucoup moins plaquée, forcément plus inhérente au mythe. Et l'héroïsme, qui donne peut-être quelque chose de plus cinématographique que les disputes dans la chute de l'Empire romain. Et donc, moi, ma question, ce serait donc... votre point de vue, à juste titre, c'est que le Cid est le dernier chef-d'œuvre d'Anthony Mann, mais ne s'agirait-il pas tout simplement de son dernier western, tant il y a des analogies entre les westerns qui ont rendu célèbre et puis le film d'aujourd'hui. Oui, alors moi je dirais c'est la continuation du western par d'autres moyens. C'est-à-dire qu'on est effectivement... on peut se dire, on a les composantes du western qui sont là. Simplement, là, on passe à autre chose. C'est-à-dire que dans les westerns d'Anthony Mann, le personnage redevient humain à la fin. En gros, pour aller vite, il devient humain dans la mesure où la collectivité le désigne comme un homme. Après tout, la définition de ce qui est humain ou pas on peut la discuter. Là, en fait, il devient un mythe. C'est-à-dire là, il quitte l'humanité pour devenir un surhomme mythologique qui continue, au-delà de la mort, d'agir. Et donc, on est quand même... les westerns d'Anthony Mann étaient marqués malgré tout, par une volonté de réalisme, je dirais. D'où la psychologie, torturer des personnages, ces personnages de psychologie torturée, et la société remporte toujours la mise à la fin. Là, c'est autre chose. Là, le film, à la fois, part sur le même principe. Un homme peut-il changer? Comment passer là d'une humanité torturée, tiraillée, pas torturée, tiraillée, l'amour, l'honneur. Voilà, faut-il tuer le père de Chimène et jusqu'à devenir un mythe, une abstraction, quelque chose qui sort de l'humanité. C'est que là, on part du même matériau, on peut dire, pour aboutir à un récit assez différent. Mais je suis d'accord avec l'idée qu'il faut rattacher ce film à ces westerns pour le comprendre mieux. C'est la continuation de quelque chose, mais aussi la transformation de quelque chose, qui était là, je dirais, dans les années 50, quand il tourne ses premiers westerns avec James Stewart.
Je suis un petit peu surpris qu'on ne parle pas davantage de Corneille, parce que pour moi, le film est... Je ne connais pas toute la pièce par cœur. Mais vous avez bien raison de le citer quand même. Et donc, pour moi, le film est cornélien, indiscutablement. Le personnage principal, c'est l'honneur, beaucoup plus que l'amour. Je voudrais d'ailleurs qu'on pense à Sophia Loren, parce que son jeu, quand elle incarne l'honneur, est supérieur à celui que quand elle incarne l'amour. Elle joue magnifiquement l'honneur bafoué. Aucun personnage n'est fondamentalement mauvais, sauf peut-être la sœur des deux rois d'Espagne. Geneviève Page. Oui, sinon tous les personnages sont cornéliens avec cette question de l'honneur. Donc la question que je me pose, c'est de savoir si le producteur ou les scénaristes ont évoqué Corneille dans leur travail. Et la dernière chose que je voudrais signaler, c'est que ce film a eu un héritier. C'est le fameux Kingdom of Heaven de Ridley Scott, qui est un film fantastique, à la fois politiquement, bien sûr, et aussi sur le plan du lyrisme. Une construction à peu près semblable. Oui, si vous voulez. Et si on parle de Ridley Scott, Gladiator, c'est un remake de La Chute de l'Empire romain. Enfin, il y a une continuité évidente, même si l'époque a changé, et je pense que le message politique aussi. Sur l'honneur, le jeu de Sophia Loren, je suis bien sûr d'accord avec vous. L'amour, c'est ce qui fait que le Cid est encore un homme. Voilà, l'honneur, c'est ce qui fait qu'il va devenir un surhomme, parce que l'honneur, c'est une passion, enfin, c'est pas une passion, c'est une qualité, c'est une dimension qui le rattache à la nation espagnole, en construction. Alors, sur le personnage de la sœur, alors Charlton Heston, dans ses mémoires, dit beaucoup bien de Geneviève Page. Il trouve qu'il a autant il est plus discret sur Sophia Loren, et on a su qu'il y avait, en fait, il y a eu du tiraillement sur le tournage, autant Geneviève Page, il était admiratif du professionnalisme et de la subtilité de l'actrice. Voilà. Oui, là, donc en quelques jours, j'ai découvert plusieurs films d'Anthony Mann que j'avais jamais vus ou que j'avais pas revus depuis très longtemps. Et l'impression d'ensemble que j'ai, c'est quand même qu'il m'intéresse plus comme réalisateur de films à petit budget ou moyen budget que comme réalisateur de superproduction. Parce que là, hier, La Chute de l'Empire romain, c'est pas ce que j'ai préféré. Et effectivement, vous avez évoqué à l'instant le lien avec le film de Ridley Scott. D'après ce que j'avais lu, c'était le scénario de Gladiator. On prenait beaucoup d'éléments du film de l'époque, mais pas complètement, puisque dans la deuxième partie, il y a des divergences, mais sur les parties essentielles, effectivement, il y a beaucoup de points communs. Mais surtout, pour moi, La Chute de l'Empire romain, c'était pas quand même un super film, quoi. Oui, mais j'ai pas dit ça. Non, mais bon, le Cid, je l'avais vu il y a plusieurs années. En le revoyant, c'est plutôt dans la première moitié du film, je trouvais que par moments, et pourtant j'adore Miklos Rosa, mais il y a des moments où on a l'impression que dès qu'un personnage bouge une orteil, il sort des trompettes. Par moments, ça devenait un petit peu lourdingue. À partir du moment où le personnage de Rodrigue est exilé, je trouve que le film gagne en intensité. Et bon. Mais je voulais votre avis sur le fait qu'Anthony Mann est d'abord un réalisateur avec un budget moins important, quoi. En tout cas, oui, alors je suis absolument pas d'accord avec vous. Je serais d'accord avec vous s'il n'y avait pas eu le Cid. Mais je trouve que ce film est absolument admirable. C'est le film d'un cinéaste, d'un grand metteur en scène. C'est un film qui s'inscrit dans une histoire artistique qui est celle d'Anthony Mann, dans un projet, dans une vision qui est celle d'Anthony Mann. Et c'est presque miraculeux, parce que c'est vrai que ce sont des films, il y a énormément de contraintes, le poids des producteurs est très important. C'est un cinéma qui n'est pas sans lourdeur. Alors il y a un autre quand même génie du film Un grand spectacle, c'était Cécile B2000. Alors lui, il avait une toute autre vision du monde. C'était un puritain débauché, tout ce que vous voulez. C'était pas du tout ça. Mais je trouve que je serais d'accord avec vous s'il n'y avait eu que La Chute de l'Empire romain, qui d'ailleurs pas un film sans qualité. Mais je trouve que le Cid... Je me souviens de ma surprise. Moi, je suis comme tout le monde, enfin comme beaucoup de cinéphiles. Ouais, c'est bien la série B, les petits budgets, c'est là que les auteurs s'affirment, etc. Mais quand j'ai découvert le Cid quand le film est
ressorti, je ne l'avais pas vu avant. Enfin, je l'avais jamais vu avant la ressortie du film. La copie est datée de 89, en fait. Donc, je l'ai vu à ce moment-là, 1989. Et j'étais avec des copains qui avaient à peu près partagé le même a priori. Ça ne peut pas être aussi bon que les westerns. Et en fait, moi, j'ai été soufflé. J'aime bien le cinéma. Martin Scorsese, qui a participé à la restauration du film, après tout, on pense qu'on veut de ce que dit Martin Scorsese, il a quand même dit c'est le plus grand film épique jamais tourné. Moi, je suis assez d'accord. Voilà. Non, mais bon, pour moi, le Cid est très supérieur à La Chute dans l'Empire romain. Là, je n'aimais pas du tout sur le même plan. Mais dans les films que j'ai vus ces derniers jours, il y en a certains quand même que je place au-dessus du Cid. Mais bon, là, après... c'est vrai. Oui, alors moi ce qui m'a intéressé, c'est ce que vous avez dit sur le format du film et notamment sur le fait Super technique. Oui, super. Et sur le fait que du coup il n'utilisait pas trop la verticalité des espaces. Et c'est vrai qu'il y a tous ces usages des panoramas, des grandes plaines espagnoles, même de la plage à la fin. Et moi ce qui m'a frappé du coup, c'est pour contrebalancer ça, l'usage des travelling verticaux, enfin tous les mouvements ascendants en fait de caméra, notamment pendant les scènes de bataille à la fin. Et je me demandais ce que vous pensiez de l'éventuelle modernité aussi de ces choix-là dans la mise en scène et dans la mise en scène de l'hippique notamment. Puis même à la toute fin, il y a quand même le fait que un des derniers plans sur Charlton Heston, c'est une contre-plongée assez, comment dire, pas surréaliste, mais très lourd. Ça, c'est la contre-plongée qui lui confère son caractère surhumain. C'est très un surhomme, là. Même s'il est mort. Voilà, je me demandais ce que vous pensiez de tous ces mouvements verticaux de caméra, si ça avait une certaine modernité aussi. Dans la mesure où l'espace chez Anthony Mann, en fait, contraint les personnages. En fait, ils sont confinés, même dans les grandes plaines d'Espagne. On voit bien que les gens sont confinés. On a bien vu que l'évolution du cinéma d'Anthony Mann, c'est d'enfermer de plus en plus ces personnages. Et même quand ils passent à l'écran large, on sent que les personnages sont trop grands. En fait, c'est ça l'idée du film. C'est quelqu'un qui est trop grand pour l'humanité. Et donc, il faut effectivement, à chaque moment... Il y a les travelling verticaux, enfin les mouvements de grue plutôt verticaux, c'est le moment où s'exprime un certain lyrisme, enfin avec un certain lyrisme, l'idée qu'en fait ils sont plus grands que nature. Il y a cette idée-là. C'est la mise en scène d'une figure héroïque, le film. Et donc la mise en scène, ça passe par les mouvements d'appareil. Et là, c'est un film où la mise en scène de la figure héroïque va tellement loin que même mort, il continue d'être héroïque. Et donc ça, c'est évidemment presque de la folie. Alors cette histoire je suis un peu renseigné, parce que ce qu'il y avait de vrai là-dedans, c'est une légende qui a couru, que Chimène, après la mort du Cid, lors d'un combat, leur a mis le cadavre de Rodrigue sur un cheval pour faire peur aux agresseurs, aux assaillants. Mais ça se serait passé 3 ans après sa mort. Alors, je ne sais pas dans quel état il était. Donc, il y a tout lieu de penser qu'en fait, c'est une pure légende. Enfin, c'est totalement légendaire. Mais quand le cinéma imprime la légende facilement. Voilà. Et je trouve que c'est une idée géniale. Enfin, c'est une idée incroyable. Oui, j'ai deux petites questions très simples. La première, c'est est-ce que le fait que ce soit tout noir l'écran avant que le générique, avant qu'on voit l'image, est un artefact en fait de la copie ou ça a été pensé? Et la deuxième question, je la pose dans la foulée parce qu'elle est très simple. C'est est-ce que vous savez quelle est la ville qui a été choisie pour représenter Valence? Alors, c'est une question, j'ai plus la réponse, mais c'est facile à trouver. Donc, je sais pas, je me souviens plus. Oui, c'est un endroit, je sais plus où c'est exactement, mais voilà, c'est facile à trouver, mais je ne pourrais pas vous le dire là. Sur l'écran noir du début, en fait, c'était des films qui étaient vendus vraiment comme presque des blockbusters de l'époque, et donc c'était un peu des films les places étaient plus chères. Il durait plus longtemps, évidemment, les places étaient plus chères, le budget était plus gros, et surtout c'était un peu comme on allait à l'opéra pour voir ces films. Donc il y a une ouverture. Le plan noir avec la musique, c'est l'ouverture.
Et l'entracte, au milieu du film, pas exactement au milieu ici, mais c'est comme à l'opéra, comme voilà, un grand spectacle. Et donc c'est d'où la raison de ce plan noir au début. Et à la fin, vous avez de la musique qui dure longtemps, ils appelaient ça exit music. C'est la musique pour sortir. Voilà. Et donc c'est pas du tout... Enfin, c'est un artefact, ça a été conçu pour ce type de film. Vous en trouverez d'autres. Il y en a où c'est écrit ouverture, carrément. Des films de cette époque qui durent très longtemps, qui coûtent très cher et qui voilà, sont des grands spectacles. On en a produit durant toutes les années 60. Et jusqu'à ce qu'à un moment donné, l'échec de certains mette en péril le studio qui l'a produit parce que c'est des films très chers. Peu de temps après, il va y avoir le Cléopâtre de Mankiewicz. C'est un film qu'on peut, en termes de production comparée, qui a été beaucoup plus difficile à faire et qui a été un semi-échec. J'avais vu à l'époque en 70 mm, donc avec ouverture, comme vous dites, il y avait un petit point spécial, c'était qu'il y avait un grand rideau qui était fermé et pendant la musique, la lumière descendait tout doucement. Et il faut rappeler aussi la musique de Miklos Rozsa, c'est quand même la super musique, je trouve formidable, et elle a été nominée aux Oscars, et Miklos Rozsa a eu l'Oscar de la meilleure musique 3 fois, et dont Ben-Hur, que j'admire, contrairement à vous, c'est un super film, et j'espère, je pense, dans la salle, il y a pas mal de personnes qui aiment aussi Ben-Hur. Non, mais j'ai rien dit. C'est pas le sujet. Deux petites remarques. Moi, j'aime pas Ben-Hur, mais bon, ça, c'est pas un problème. Et puis, sur cette ouverture, moi, je me souviens d'une qui est absolument incroyable, c'est celle de 2001, l'Odyssée de l'espace, en 70 mm, et ça durait, et c'était qu'un bourdonnement pendant très longtemps avant que ça démarre. Et c'était assez extraordinaire, mais c'était très fréquent à l'époque. Moi, j'ai eu la chance de voir le film à l'époque, et ça fait 60 ans que je me demandais s'il était bon ou pas. Et j'ai découvert qu'il était bon, donc je suis très content, et merci à la Cinémathèque. Je voudrais dire que, à mon avis, une des grandes qualités de ce film, c'est le scénario. Le scénario est vraiment très bien fait. Il se trouve que j'ai lu un peu l'histoire de cette époque. Enfin, ne me posez pas de questions parce que j'ai déjà tout oublié, parce que c'est monstrueusement compliqué. Il y a plein de personnages, ça change, ça bascule d'un côté, ça bascule de l'autre. Et là, les scénaristes ont réussi à faire quelque chose qui se tienne et qui ne soit pas franchement faux. Ils racontent vraiment l'histoire de cette époque, et avec un lien, et bien sûr on héroïse à l'extrême le personnage, mais ça c'est le sujet, et c'est vraiment très bien. C'est le sujet. Vous avez raison. Oui, c'est une histoire compliquée, il y a des renversements d'alliances, etc. Enfin, c'est une histoire très complexe que le film simplifie un peu. Et encore une fois, pour le ramener à des catégories, je dirais que le spectateur de 1961 peut comprendre, c'est-à-dire l'antiracisme, la volonté de paix. On est quand même dans une période de guerre froide, donc ça joue aussi. Et puis, pour le général Franco, c'est le Cid, c'est un héros de la chrétienté qui repousse l'ennemi, l'envahisseur. Et donc, bon, il y a une image aussi... il y a une image qui correspond au roman national espagnol, voilà, vu par des nationalistes. D'autres réactions? Oui, là. Il est où le micro? Non, je suis là. Où ça? Là-haut. Là-haut? Ok, j'avais une question. Ah, je vois. Voilà. Je lis souvent que le Cid, c'est plus un film shakespearien qu'un film cornélien. Quel était votre avis dessus? Oh là là. Non mais là, je ne suis pas sûr d'être spécialiste ni du théâtre shakespearien ni du théâtre cornélien. Oui, de toute façon, dès qu'on filme dans une période historique qui n'est pas le monde contemporain ou le 19e siècle de l'Ouest,
c'est shakespearien à Hollywood. C'est-à-dire que c'est les rapports entre les personnages, le jeu des acteurs, tout ça. Évidemment, le théâtre shakespearien, c'est presque de la pop culture pour les Américains au XXe siècle. Hein. C'est vraiment, ça nourrit le cinéma hollywoodien, voilà, jusque dans dans ses moindres fibres. D'ailleurs, on l'a pas dit, mais Charlton Heston, il vient de Shakespeare. Enfin, il vient du théâtre de Broadway. Il a joué Shakespeare, Charlton Heston, avant de devenir un héros à Hollywood, et une star à Hollywood. Alors donc, savoir si la dimension shakespearienne, c'est-à-dire... le film, il pourrait être... il a une dimension baroque qui pourrait renvoyer à Shakespeare. Il n'y a pas d'unité de temps, il n'y a pas d'unité de lieu. Le Cid, il y a une unité de temps, hein, ça se passe en 3 jours. Là, c'est pas le cas, c'est sur des années, etc. Il y a des personnages qui évoluent. Donc ça, on peut effectivement penser au théâtre de Shakespeare, mais il est possible, je pense que vous avez raison, que l'influence de Shakespeare ait été plus grande que celle de Corneille. Je ne suis même pas sûr que les scénaristes aient lu la pièce de Corneille. Ça, j'en ai aucun... Mais quand ils voient une histoire comme ça, de conflits intérieurs, une histoire bourrée de trahison aussi, on peut être sûr qu'ils pensent plus naturellement à Shakespeare qu'à Corneille, qui est un auteur, je ne sais pas s'il était connu des scénaristes ou d'Anthony Mann, etc. Mais c'est une bonne question, c'est un sujet à creuser, en fait, vous avez raison. Et l'influence de Shakespeare dans le cinéma hollywoodien, je pense que ça a déjà suscité pas mal de réflexions, mais le film repose cette question-là, bien sûr. Et alors ça me fait penser à une chose qui est Charlton Heston, parce que quand même il est génial, enfin je veux dire, moi je trouve que... Et c'est un film qui donne raison, il y a un cercle cinéphilique en France au début des années 60 qui s'appelait les McMahoniens, qui se regroupaient autour du cinéma McMahon, qui défendaient beaucoup le cinéma américain. Ils aimaient Raoul Walsh, Fritz Lang, Joseph Losey et c'est quoi l'autre, Otto Preminger, voilà, leur carré d'as. Et donc ils hypostasiaient l'idée de mise en scène. Ça allait loin, hein, il y avait même presque une théorie politique, hein, qui est que le cinéma, ça doit être le beau et l'harmonieux. Et que tout ce qui est moche, ça ne peut pas être bien. Donc les acteurs moches, etc. Enfin, ils détestaient les films de Fellini, etc. Et ils adoraient Charlton Heston. Et il y a un article qui disait que Charlton Heston est un axiome. C'est-à-dire qu'en gros, un axiome, il n'y a rien à démontrer, ni à expliquer. C'est là, c'est l'être pur. Et la force pure, évidemment. Derrière tout ça, il y a une espèce d'exaltation aussi, de la puissance et de la force, etc. Et je trouve que le film, il est tellement un axiome qu'il l'est même quand il n'est plus. Et ça, c'est quand même... Voilà, je trouve que voilà, c'est un film qui donne raison aux McMahoniens. Voilà. Oui, alors je trouve que c'est intéressant de ramener ce film à Laurence d'Arabie, qui sort, je crois, l'année d'après, et qui comporte aussi cette dimension d'incarnation, un personnage qui va essayer de fédérer autour de lui, de rassembler, donc dans Laurence d'Arabie, les tribus arabes contre l'Empire ottoman, avec effectivement une histoire plus tragique et la déchéance du personnage dans Laurence d'Arabie, donc un film plus sombre, mais c'est vrai qu'il y a aussi cette idée de fédérer, d'unité, dans une période aux États-Unis qui est un peu compliquée, enfin marquée par la lutte pour les droits civiques. Et de ce point de vue-là, je trouvais assez intéressant, et je vous rejoins sur votre analyse du plan, enfin sur le plan formel du film, parce que toutes ces cloisons dans le plan, elles illustrent aussi la réticence, ou en tout cas la résistance des personnages à se réunir par-delà leurs divergences idéologiques ou même religieuses entre les chrétiens et les musulmans. Oui, je suis assez d'accord avec vous. Laurence d'Arabie, le personnage se perd parce qu'il devient trop humain. Alors c'est quand même un trajet contraire. Alors que là, celui-ci, il devient surhumain. Enfin, c'est un trajet. C'est pas exactement le même trajet, mais sur cette idée d'un héros qui sera un héros réconciliateur, ça, bien sûr, ça se tient, oui, absolument. C'est les années Kennedy. Donc il y a cette utopie de la fin, à la fois du triomphe des droits civiques, de la fin de la ségrégation, qui continue, même si un arrêt de la Cour suprême l'a interdit en 1955, donc déjà 6 ans plus tôt.
Je sais plus, voilà, c'est des films très représentatifs de cette époque-là. Et il paraît que Kennedy s'est fait projeter le film plusieurs fois, voilà, à la Maison Blanche. Voilà. Donc ça lui a plu. Non, c'était juste pour revenir sur cette question de Corneille. Et effectivement, moi j'aimerais nuancer la remarque qui a été faite sur le fait que c'est un film cornélien, parce que les personnages de Corneille, c'est des personnages qui sont divisés. Or ici, d'une part, l'argument principal du Cid est écarté très très vite, à savoir, est-ce que le Cid peut réussir à se faire aimer de Chimène? La réponse arrive assez vite et n'est plus sollicitée ensuite, c'est-à-dire qu'une fois que l'amour de Chimène est assuré, le film peut se poursuivre, alors que le Cid, la pièce de Corneille, c'est l'histoire d'un itinéraire fracturé jusqu'à la fin. Et la fin du Cid, c'est quand même le Cid qui propose à Chimène de mourir pour elle plutôt que de lui déplaire et plutôt que de s'imposer à elle par le mariage. Donc le héros grandiloquent est divisé jusqu'au bout. Et ici, c'est pas vraiment le cas puisque c'est davantage au service d'une glorification de l'héroïsme à l'américaine. Enfin, il retrouve Chimène à la fin de la pièce, après la victoire. Bah, ça se termine sur... Non, en fait, elle a besoin de faire son deuil, donc elle prend 1 an de pause avant de réfléchir. Mais le roi autorise le mariage. Le Cid, d'abord, refuse le mariage avec Chimène plutôt que de risquer de lui déplaire. Il préfère donc se suicider. Finalement, il se réconcilie, mais elle a besoin de temps. Et donc, l'itinéraire est tout le temps fracturé, divisé... entre amour et honneur. Contrarié, oui. L'honneur vint, mais c'est vraiment au prix d'un débat et de discussion. Et donc c'est vrai que pour cette raison, je ne trouve pas du tout que ce soit un film cornélien. Voilà. Alors pour rester sur le sujet, disons que il fait aucun doute, l'estance du Cid, là, percée jusqu'au fond du cœur, le type il va pas bien parce qu'il est tiraillé. En fait, ce tiraillement, il n'existe quasiment pas dans le film. Il sait dès le départ qu'un homme ne peut pas vivre sans honneur. Il le dit au père de Chimène, donc c'est plié, comme on dit. Il va devoir le tuer, puisque l'autre ne veut pas se laisser, veut pas s'excuser. Oui, il n'y a pas du tout l'adaptation. Et l'autre dimension, c'est qu'en gros, il force le mariage dans le film. C'est-à-dire qu'il demande au roi, je veux l'épouser, le roi lui dit, tu l'épouseras, donc elle se marie contre son gré, avec lui. Et puis ça se règle tout doucement... au bout de la première partie, oui, ça met un peu de temps, et puis effectivement, ça ne devient plus le sujet central du film. Et disons qu'il y a une scène un peu faible dans le film, un peu hollywoodienne, c'est celle de la grange, où ils sont dans la paille. Là, c'est un peu, voilà, on est dans une, je sais pas, dans une grange en Oklahoma, ou je sais pas, dans l'Oklahoma. Donc c'est une scène un peu cliché, mais parce que c'était compliqué de faire en sorte que le spectateur adhère au personnage du Cid, quand bien même il a forcé Chimène à l'épouser. Il l'a forcé, donc il faut qu'à un moment donné, elle dise qu'elle est très contente d'être là et qu'elle voudrait que ça dure toujours. D'où cette scène de la grange. Je ne sais pas qui l'a écrit, quel scénariste a eu l'idée. Enfin, on comprend bien pourquoi elle est là. Mais vous avez raison, c'est assez différent. Ça diffère totalement de ce point de vue-là de la pièce de Corneille. Et la scène de la grange, elle fait un peu penser aussi quand même à la scène de la grange dans L'Homme de l'Ouest avec Gary Cooper et je ne sais plus quel est le nom de sa partenaire. Moment assez curieux d'apaisement au sein de l'horreur. Merci. Julie London. Est-ce que c'est possible, pour conclure, de dire que ce film est insupportable et que la bourse... C'est bien que vous arriviez maintenant. La boursouflure depuis le début, de la première image à la dernière, encore que la dernière, je suis assez d'accord avec vous, la transformation du personnage en ghost, enfin en espèce de... Bon, ça c'est pas mal. Mais pour le reste, c'est insupportable du début à la fin, à commencer par la musique. Bon, je veux dire, alors, voilà. Je suis surpris que vous soyez resté quand même jusqu'au bout et puis que vous soyez resté alors, pour le je dire, suis mais resté bon. je vais vous dire pourquoi je suis resté jusqu'au bout. J'étais avec ma femme, elle est partie, elle ne pouvait plus supporter. Oui. Je suis resté jusqu'au bout pour écouter ce que vous aviez à en dire. Ah d'accord, mais je vous ai visiblement pas convaincu. Non, sur certains aspects de mise en scène, bon ça je peux reconnaître, mais dans l'ensemble, je veux dire, ce film m'a emmerdé du début à la fin. Je veux dire, il faut voir ces histoires. Je comprends que le général Franco l'ait aimé, ça c'est sûr.
Quand on est le général Franco, on aime voir ce genre de choses. Il avait sûrement pas bon goût, c'est sûr. Ben oui. Hein? Oui, d'accord, mais le général Franco. Bon, enfin, il y a des gens très sérieux qui l'ont aimé. C'est lui qui l'a fait faire. Donc, je comprends qu'il l'aimait, notamment avec ces trucs extraordinaires, enfin, ces Arabes qui se soumettent, qui viennent révéler la croix, etc. Enfin, là, il adore ça. Il les en fait. Bon. Mais voilà, on ne va pas reprendre une discussion maintenant, mais je voulais quand même dire qu'au moins certains spectateurs... Il fallait que vous fassiez part de votre subjectivité par rapport au film. D'accord, c'est compris. Bon. Il y a une là devant. Puis on va s'arrêter, sauf s'il y a une question encore. Ouais, je voulais juste revenir sur la fin de carrière de Anthony Mann. Vous aviez dit qu'il tournait plus en Europe. Au niveau des ambitions des producteurs, est-ce qu'en fait, il visait plus le marché européen ou il visait toujours le marché américain? Il visait le marché international. Mais plus international. Quand vous faites un film avec Kirk Douglas en 1965, Les héros de Télémark, c'est un film de guerre, une histoire de commando. Il est passé hier, je crois, ou ce soir. On le passe ce soir. C'est un film qui pourrait être un film hollywoodien en fait, sauf que c'est une production anglaise. Baldon pour un espion, c'est un film d'espionnage qui vise le marché international. Même si c'est une production anglaise aussi, je crois, absolument. Donc là, on peut tourner en Europe et viser le marché international. Là, c'est tourner en Europe, mais c'est un producteur américain installé en Europe. Et qui a, les films ces films étaient tellement chers qu'ils ne pouvaient pas être amortis autrement que sur le marché mondial. Donc aux États-Unis, mais là, il prend des acteurs hollywoodiens, des stars. Enfin, il prend Charlton Heston, qui est une star depuis Ben-Hur, et puis il prend Sophia Loren, qui est une star internationale. Et qui a déjà fait des films américains, et avec l'idée que c'est pour un marché mondial. Donc là-dessus, quand je dis Anthony Mann ne tourne plus qu'en Europe, c'est qu'il ne trouve plus qu'en Europe des producteurs pour le produire. Il n'en trouve plus à Hollywood. Parce qu'en fait, il s'est fait une mauvaise image, parce qu'il a été viré du tournage de Spartacus et de La Ruée vers l'Ouest, 2 films de suite. Donc on peut penser que vous êtes tricard, quoi. Vous n'avez plus personne ne vous embaucher, vous ne trouvez plus aucun studio de reproduire un film que vous voulez faire, etc. Donc il est parti, il s'est délocalisé, mais pour faire des films qui restent des films qui ont vocation à être amortis sur le marché international. Et on est d'autant plus dans une période où les grands studios sont en crise, donc de plus en plus, c'est les producteurs indépendants qui vont produire des films en étant adossés à des studios qui se contentent de financer. Donc toute la structure, tout le système de production change. Les films de James Bond, par exemple, c'est des productions anglaises, Saltzman et Broccoli, donc c'est 2 producteurs indépendants qui sont adossés à United Artists, qui va financer les films. United Artists, société de production studio, c'est un studio hollywoodien, qui va financer le film pour le diffuser ensuite dans le monde entier. Donc toutes les structures changent. Donc, heureusement, il peut trouver à tourner en Europe. Il peut arriver à tourner en Europe avec des producteurs qui se trouvent en Angleterre ou en Espagne. Ce qui n'était pas forcément le cas 20 ans plus tôt, où il existait des sociétés de production partout, mais qui n'avaient pas forcément les moyens de financer des films comme celui qu'on vient de voir. Mais en termes de résultats, vous savez si ça a mieux marché en Europe qu'aux États-Unis, ces derniers films? Alors, comment dire, le site, ça marchait partout. Et La Chute de l'Empire romain, ça a été un échec partout. Voilà. Donc, souvent, c'est encore une époque où y a pas, quand un film est un échec aux États-Unis, c'est rare qu'il soit un échec ailleurs, mais ça peut arriver. C'est pas le cas. Enfin, c'est des films qui ont eu le même accueil, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Excusez-moi, pourquoi il a été viré de Spartacus, vous pouvez le dire? Alors, on ne sait pas. Il a duré au bout d'une semaine. Kirk Douglas, dans ses mémoires, dit « c'est pas moi, c'est la production, c'est lui le chef de la production, ils sont venus me voir, ils m'ont dit ça va pas, il travaille pas assez vite, il fait pas ce qu'on lui dit, etc. » Et donc, Kirk Douglas dit « la mort dans l'âme, j'ai dû me résigner à lui demander de partir. » Mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Peut-être que il y en a qui
qui savent, mais pas moi. Enfin, j'ai cherché, hein, on n'a pas trouvé la raison précise, sinon que sa manière de travailler ne correspondait pas à ce que voulait Kirk Douglas et sa société de production. Et Douglas, de façon très élégante, dit « je sais pas, c'est pas moi ». Alors bon, il met ça sur le dos de ses subalternes, mais il dit « voilà, j'ai été obligé de lui demander de partir ». Ça s'est pas bien passé avec Kubrick non plus, hein. Oui, Kirk Douglas, il était pénible, hein, comme producteur. Bon, on s'arrête là. Merci à vous.